Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous parlerons des effets qu'a le cannabis sur les neurotransmetteurs et sur les maladies mentales. Pour bien comprendre comment le cannabis influence les maladies mentales, il faut tout d'abord savoir comment le cannabis agit sur notre cerveau. Commençons par se rappeler quelques notions de base. Pour transmettre un influx nerveux dans une synapse chimique, des neuromessagers sont nécessaires et il en existe deux types, les neurotransmetteurs et les neuromodulateurs. Les neurotransmetteurs sont relâchés directement dans la synapse pour propager un influx nerveux. Les neuromodulateurs, eux, ne sont pas relâchés directement dans la synapse. Ils peuvent agir autant sur les récepteurs hors de la synapse que dans celle-ci. Ils vont aussi exercer une régulation sur les neurotransmetteurs. Le cannabis est composé de substances dites cannabinoïdes. Le principal cannabinoïde est le tétrahydrocannabinol ou le THC. Le THC agit comme un neuromodulateur et va ultimement activer des récepteurs postsynaptiques appelés CB1. Les récepteurs CB1 se trouvent principalement dans le cortex cérébral, dans l'hippocampe, dans les ganglions de la base et dans le cervelet. Nous allons maintenant nous pencher sur les différentes étapes nécessaires pour voir l'apparition des signes cliniques après une consommation de cannabis. Tout d'abord, le THC active les récepteurs CB1 qui sont liés à des protéines G. Il faut savoir que deux types de protéines G peuvent être liées au récepteur CB1. La première va augmenter la production d'AMPC et la deuxième va inhiber cette production. S'il y a en effet production d'AMPC ou adénosine monophosphate cyclique, elle amorcera son rôle de second messager. En effet, elle provoquera donc une cascade d'événements dans la cellule qui amplifiera les signaux reçus par celle-ci. Au final, une augmentation de la production d'AMPC va modifier l'activité du neurone. C'est ainsi que les symptômes reliés à la consommation de cannabis sont engendrés. Au final, c'est l'activation de protéines G excitatrices ou inhibitrices qui vont causer les effets psychoactifs du cannabis sur l'humeur et ça explique pourquoi les signes peuvent être très différents. Par exemple, l'euphorie versus la relaxation. D'autres signes notables peuvent être observés comme une diminution de la perception et de la mémoire à court terme ou une augmentation de l'acuité sensorielle et plusieurs autres signes cliniques. Il est important de savoir que la consommation de cannabis peut aussi prédisposer les gens à certaines maladies mentales ou même les aggraver. C'est sur ce sujet que portera le reste de la vidéo. Parlons de la schizophrénie. Pour débuter, la schizophrénie est une maladie mentale sévère qui touche approximativement 1% de la population mondiale. La cause est liée aux troubles génétiques communs et rares, combinés à des facteurs environnementaux et leur interaction. La schizophrénie va se manifester par des abnormalités dans certaines structures du cerveau, comme l'hippocampe et le cortex préfrontal. Ceux-ci sont liés à l'impulsivité, les réactions émotionnelles, la mémoire et d'autres fonctions cognitives, chose que le cannabis vient aussi altérer. La maladie peut être repérée par des symptômes nommés soit positifs ou négatifs. Des idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés et un comportement catatonique sont des symptômes soi-disant positifs. De l'autre côté, un symptôme négatif peut être exprimé par une perte de volonté ou encore un détachement affectif. Nous allons explorer davantage l'importance de cette division de symptômes tant qu'à l'effet de la consommation de cannabis chez un individu atteint de la schizophrénie au courant de la présentation. Tout d'abord, nous devons comprendre que la schizophrénie est liée à un système présynaptique dérégulé. Effectivement, l'hypothèse dopaminergique, soulignée par deux observations, suggère une hyperactivité de la neurotransmission de dopamine. Cette hypothèse neurochimique est la plus appuyée. Regardons les observations de cette dernière. En premier lieu, l'effet de l'amphétamine dans le corps est souligné. Ce stimulant augmente la production du neurotransmetteur et favorise conséquemment son action. Ceci peut induire à un épisode psychotique ainsi que des symptômes positifs, comme mentionné plus tôt. De nombreuses études chez le rongeur soulignent la sensibilité aux amphétamines traduite par une hyperdopaminergie dans le système mésolimbique et mésocortical. L'hyperdopaminergie mésolimbique serait associée aux symptômes positifs et l'hyperdopaminergie mésocorticale, elle, aux symptômes négatifs. Pour ajouter, la tomographie par émission de positrons confirme la seconde observation de l'hypothèse dopaminergique, soit celle du blocage de récepteurs dopaminergiques. Il a été déterminé que, suite à une administration d'amphétamine,
La libération striatale de dopamine est plus élevée chez un patient schizophrène qu'une personne non atteinte. Maintenant, quel est l'effet de la consommation de cannabis chez le schizophrène? Plusieurs études ont déterminé une corrélation positive entre la consommation du cannabis et la maladie mentale. Il a été prédit que la probabilité de développer un trouble de consommation de cannabis est 6 fois plus élevée chez le schizophrène que la population générale. Pour ajouter, un individu consommant régulièrement ou intensément le cannabis aura entre 1,4 et 3,9 fois plus de risque de développer une schizophrénie ou des symptômes schizotypiques. Une personne vulnérable, ayant des traits schizotypiques, qui consommerait cette drogue pourrait alors déclencher une psychose latente. L'hyperdopaminergie viendrait éveiller les symptômes et causer leur manifestation. Une étude en particulier a injecté du THC chez des rongeurs ayant des traits schizotypiques. Ces derniers ne réagissaient pas comme les rongeurs ayant les symptômes absents. La santé mentale d'un être humain ayant déjà ces symptômes serait alors présumée être encore plus à risque. Un schizophrène toxicomane, comparé à un schizophrène qui s'abstient de consommer, fera plus de rechutes psychotiques et sera plus fréquemment hospitalisé. Il sera encore plus impulsif, dépressif, violent et aura d'autres problèmes concernant leur santé. Puisque le cannabis vient déranger la cognition, qui est déjà un symptôme de la schizophrénie, les individus schizophréniques sont plus sensibles aux effets négatifs du cannabis. La bipolarité est un trouble mental qui est caractérisé par des périodes où la personne subit des épisodes de la manie ou d'hypomanie, aussi connus comme des états euphoriques. La personne va aussi subir des périodes de dépression. Les experts ne comprennent pas encore l'étiologie de la bipolarité, donc les causes de la bipolarité. Cependant, il semble y avoir un lien génétique présent. Un enfant avec un parent avec la bipolarité a plus de chances de développer cette même maladie plus tard dans sa vie. Aussi, les médecins pensent que les neurotransmetteurs sont aussi responsables pour ces troubles de bipolarité. Les trois substances chimiques, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine sont impliquées dans les fonctions cérébrales et corporelles. La noradrénaline ainsi que la sérotonine ont été constamment associés à des troubles de l'humeur psychiatrique tels que la dépression et le trouble bipolaire. Un manque de sérotonine ainsi que de dopamine et de noradrénaline semble être la cause des épisodes dépressifs chez les gens bipolaires. Aussi, un surplus de noradrénaline semble être responsable pour les épisodes maniaques chez les gens bipolaires. La bipolarité présente plusieurs symptômes. Au niveau des épisodes dépressifs, la personne va ressentir la fatigue, des problèmes de sommeil, une diminution d'intérêt, ainsi que des pensées suicidaires. Ensuite, au niveau des épisodes maniaques, la personne va être en état euphorique, elle va être excitée, elle va ressentir l'hyperactivité et elle va avoir un manque de jugement. Parlons maintenant de l'influence du cannabis sur la bipolarité. La consommation du cannabis en excès a été associée à l'évolution négative des troubles bipolaires. Et dans certains cas, les experts pensent que la consommation forte du cannabis peut même causer des troubles bipolaires. Cependant, on n'est pas sûr si l'usage du cannabis est la cause unique, puisque le premier épisode présente des symptômes semblables à la psychose chez les jeunes. Ensuite, selon une étude longitudinale menée auprès de 4815 personnes, la consommation du cannabis a été associée à une expression accrue des symptômes maniaques, même en prenant en compte plusieurs facteurs comme l'âge, le sexe, le niveau de scolarité ainsi que l'origine ethnique. Aussi, la consommation excessive du cannabis est connue comme une cause potentielle de la bipolarité, ce qui est conforme aux preuves qui indiquent que le cannabis est un facteur de risque de développer des symptômes maniaques, et aussi dans le cas de l'alcool, sa consommation semble à développer la dépression, donc elle serait la cause des épisodes dépressifs. De plus, en étudiant des prodromes des troubles bipolaires, 68% des patients présentaient des troubles liés à la consommation, dont 82% consommaient du cannabis. Donc, la molécule CB1 dans le cannabis a une grande influence aux côtés des épisodes maniaques chez les patients avec la bipolarité.
Comme il a été mentionné plus tôt par une collègue, la schizophrénie touche 1% de la population mondiale. Heureusement, les ergothérapeutes possèdent les compétences pour faire de la réhabilitation psychiatrique. Dans un premier temps, ils doivent procéder à l'évaluation du patient, notamment ses habitudes de vie, ses habiletés fonctionnelles, ainsi que son environnement tant physique que social. Le but de cette étape cruciale est de déterminer les activités significatives pour le patient et ainsi orienter le processus de réhabilitation autour de celle-ci. Il peut s'agir de cuisiner ou encore d'occuper un emploi. Par la suite, pour les patients souffrant de troubles mentaux, comme la schizophrénie, il y a une analyse rigoureuse de la répercussion des symptômes psychotiques afin de déterminer si la personne est sécuritaire pour elle-même ainsi que son entourage et à quel niveau son autonomie est atteinte. Aussi, il est primordial pour l'ergothérapeute d'analyser les habitudes de vie afin de déterminer si celles-ci sont cohérentes et si elles favorisent l'atteinte des objectifs de réhabilitation. Par exemple, un patient qui continue à consommer du cannabis, ça va à l'encontre du processus ergothérapique. Finalement, on sait qu'une personne vivant avec une maladie mentale peut avoir tendance à s'isoler socialement. La mise en place, par l'ergothérapeute, de différentes interventions qui visent à rétablir une participation sociale est un processus intimement lié à l'organisation de l'environnement social qui est constitué, par exemple, de tout le réseau qui peut offrir du soutien, comme les proches. Pour conclure, le résultat escompté chez un patient est un sentiment d'actualisation grâce aux différentes occupations qu'il est en mesure de réaliser malgré les défis personnels au niveau mental auxquels il est confronté.